C'est donc un joli voyage qu'on vous propose ce soir. Et moi, je ne serai pas plus long. Je vais juste céder la parole à Raymond. Et surtout en le remerciant chaleureusement. Parce que pour moi, c'est avec une certaine émotion que je suis là ce soir à le présenter. Parce qu'on s'est connus en d'autres temps dans le cadre de l'éducation nationale. Et aujourd'hui, je suis vraiment très touché de pouvoir le présenter en tant que, je dirais, quelqu'un qui a une véritable réputation, une véritable notoriété dans le domaine des plantes médicinales et des plantes en général. Et vraiment, je suis vraiment très satisfait qu'il ait accepté de reconduire cette intervention pour nous, pour notre plus grand plaisir. Et je considère que c'est vraiment un honneur qu'il nous fait d'être présent ce soir et de participer à ce cycle de conférences des Amis de l'Université. Alors je vous demande de l'applaudir chaleureusement pour le remercier de son passage parmi nous. Oui, je remercie Didier pour tout ce qu'il vient de dire. Un petit peu trop peut-être, hein, parce que quand lui essaye de dire Raymond, ici là-bas, tout à l'heure a fait gonfler mes chevilles, mais il s'est obligé de ramener une tisane pour ramener lui en l'état. Alors comme Didier a dit, donc je vais me présenter. S'il doit causer exote, il veut dire qui il est. Je suis un ancien d'éducation nationale. Un Yabléo, né en 1938 sous la colonie. Mais je suis aussi un militant, et je pèse mes mots, un militant pour assurer la défense de notre patrimoine floristique, de notre pied de bois pays. Et pour cela, l'objectif premier de notre association a été, l'objectif numéro 1, c'est de faire connaître ces pieds de bois pays à la population. Parce que nous nous sommes rendus compte que quand on s'adressait à une personne de la trentaine, de la quarantaine d'années, il ne connaissait plus les plantes de son environnement. Il n'avait plus entendu parler. On lui parlait d'un bois de mamselle, ou d'un bois de négresse, ou d'un bois de madame, ou d'un bois de golette. Ah, quoi il est ça? Là, c'est un petit peu la faute de l'école, hein, qui nous a appris et qui nous a parlé du chêne, du hêtre, du sol, alors que toute l'école, autour de l'école, n'avait des bois de fer, des bois puyants, des bains joints, et tout ça ne cause pas. Aujourd'hui, heureusement, on commence à en parler un petit peu. Donc, je suis un militant pour la défense de ces pieds de bois-là et faire connaître, je disais, mais aussi un militant pour faire connaître aussi le savoir-faire populaire dans l'usage de ces pieds de bois. Que ce soit l'usage au niveau de l'ébénisterie, de la charpente, des constructions de maisons, etc. Mais ce soir, je vais me limiter à l'utilisation des plantes pays à des fins médicinales. Autrement, il faudrait des mois pour en parler. Mais avant de commencer, je vais amener une petite précision de vocabulaire. On entend parler de plantes endémiques, de plantes indigènes, de plantes exotiques, de plantes sauvages, de herbes ruderales. Mettons-nous d'accord sur la compréhension ou l'interprétation de ces termes. D'abord, les plantes indigènes. Je vais parler d'elles d'abord. Les plantes indigènes, ce sont des plantes qui sont arrivées sur l'île bien avant l'installation des hommes. Ils sont arrivés par des moyens naturels. Les cyclones, les vents, la mer, les oiseaux migrateurs, etc. Les semences sont arrivées, ils se sont installés sur cette île volcanique et elles se sont acclimatées et elles poussent là, elles se sont adaptées. Mais parmi ces indigènes, il y en a qui ont eu de très grosses difficultés à y vivre, à s'acclimater, à s'adapter.
elles ont dû subir une mutation génétique, c'est-à-dire changer carrément de patrimoine génétique pour pouvoir vivre sur cette île, dans cet espace géographique. Eh bien, c'est là que j'arrive à la définition de quand on parle de plantes exotiques. Eh bien, ce sont tout simplement les plantes amenées par l'homme lorsqu'il s'est installé sur cette île. Il est venu, il avait besoin de plantes alimentaires surtout, parce qu'il fallait bien se nourrir. Ensuite, des plantes industrielles, parce qu'on est l'homme refait l'argent, donc il fallait trouver des plantes qui pouvaient lui ramener des bénéfices et de l'argent. Et des plantes ornementales. Bon, ben, l'être humain aime bien avoir son petit jardin, voir ce qu'il y a de beau autour de lui. Comme s'il y a des plantes plus belles que les autres. Elles sont toutes belles. Voilà, pour moi. Et j'aurai peut-être l'occasion aussi de parler des herbes sauvages. Bien, c'est les herbes qui poussent naturellement dans les champs cultivés chez les agriculteurs et que les agriculteurs n'aiment pas beaucoup. Hein. Ils passent la pioche ou autre, et aujourd'hui, pire, le glyphosate ou désherbant qui fait un petit peu de dégâts. Et j'aurai peut-être aussi l'occasion de parler de plantes rudérales, ça en donne notre langage. Une plante rudérale, ce sont des plantes qui s'installent naturellement là où l'homme décide de se regrouper, de constituer un village, un camp. Il vient vivre avec l'homme. Il sait toujours là où se trouvent les hommes. Donc il va venir pousser dans votre allée, dans votre parterre, dans les pots que vous avez, sur le bord des routes, là où nous nous installons. Et ce sont des petites plantes qu'on appelle souvent tisherbes, mais elles sont aussi très, très utiles, si elles sont là. Hein. Une plante rudérale, par exemple, le paillataire, une autre plante rudérale, le champ-robert, etc. Aujourd'hui, je n'aurai peut-être pas l'occasion de parler, mais par l'avenir, oui, j'en parlerai avec vous. Mon propos, évidemment, ce soir, va s'inspirer de ce livre dont on a parlé tout à l'heure, le dernier livre que j'ai écrit sur les plantes de la Réunion, c'est-à-dire là-dedans, on ne parle que de plantes qu'on trouve sur l'île, tisane simple, c'est-à-dire directement de la plante à la consommation, sans subir de transformation intermédiaire. C'est comme ça que se soignaient nos aïeux avec ce qu'ils appelaient des remèdes simples. Et surtout, sur lequel je vais insister, c'est ce savoir-faire populaire de nos aïeux. Comment ils se sont débrouillés pour pouvoir lutter contre les épidémies qui, eux, ne demandaient pas l'autorisation d'entrer, ils étaient là, mais il fallait y vivre. Alors, je vais commencer par les espèces endémiques. Si j'aborde d'abord le cas des espèces endémiques, des plantes endémiques utilisées à des fins médicinales, hein, puisque là je reste, maintenant j'entre dans mon sujet sur les plantes à usage médicinal. Eh bien, pourquoi je commence par les endémiques? Parce que c'est ce qui me paraît le plus révélateur de l'intelligence de nos aïeux. Voilà une plante unique au monde. Donc ils ne connaissaient pas. Unique au monde dans la zone géographique. Et ils ont su l'utiliser. Et là, je peux dire que dans l'adversité, l'être humain est capable de prouesse. Parce que c'est grâce à ces plantes, nos empiriques, nos aïeux, avec leurs propres moyens, ce n'étaient pas des scientifiques. Ils ont pu trouver les clés pour utiliser avec succès ces plantes afin de sauver la population d'épidémies mortelles telles que le bois amer, une plante endémique, le Carissa spinarum. Le bois amer, pour lutter contre la fièvre typhoïde, c'était l'épidémie de l'époque.
Et s'ils n'avaient pas trouvé ça, la petite population, la petite colonie pouvait disparaître. La liane clé, plante aussi endémique de la Réunion, qui a été utilisée avec succès pour lutter contre l'épidémie de la fièvre jaune. Le bois de ronge, qui a été utilisé pour lutter contre les coliques néphrétiques et contre les problèmes de rein en général. Alors si il ne va pas par l'azote de toutes les plantes endémiques que l'on a à la Réunion, parce que ce serait vraiment trop, ça demanderait trop de temps. Ce soir, j'ai choisi de parler d'une d'entre elles, du bois jaune. On a une plante endémique Réunion qui s'appelle le bois jaune. Son nom scientifique c'est Ocrosia bourbonica, donc c'est bien le bois bon. Et cette plante a été utilisée pour combattre d'abord l'épidémie de choléra, pour combattre l'anémie et pour combattre des plaies qu'en créole nous appelle boubous arabes. C'est-à-dire c'est des plaies provoquées par le staphylocoque doré. En Europe, je crois que ces plaies-là, on l'appelle des plaies égyptiennes. Des plaies qui se creusent, qui ne se guérissent pas. Mais grâce au bois jaune, les gens ont réussi à soigner ces plaies-là. De nos jours, cette espèce, le bois jaune, est une espèce protégée par un arrêté ministériel. Mais cette plante est connue de tous nos empiriques qui l'utilisent comme remède simple, particulièrement, aujourd'hui, particulièrement pour les maladies virales, c'est-à-dire pour les grippes, pour les fièvres avec courbature, lors de l'épidémie du chikungunya, contre la dengue. Cette plante est aussi en même temps une pièce maîtresse de ce que le créole y appelle le marc de tisane refroidissement. On a l'habitude de faire un marc de tisane, un mélange de plantes, et on appelle ça la tisane de refroidissement. Refroidissement, c'est-à-dire, on dit chez nous, dans notre jargon, s'il est refroidi, il attrape des maladies pulmonaires, il a les bronches qui sont engorgées, qui ronflent, il a des difficultés respiratoires et tout. Eh bien, nos aïeux ont trouvé remède à cela grâce aux plantes de leur environnement. Et là, à partir d'une plante endémique dont vous ne pouvez pas dire qu'ils la connaissaient avant, d'où ils venaient. Non. C'est une découverte sur place par nos aïeux. Eh bien, moi je dis, pour cela, nous avons un devoir. Le devoir de sauver cette plante qu'on appelle le bois jaune. Et pour nous, dans notre association, et pour moi personnellement, sauver, c'est d'abord planter. Il ne s'agit pas d'un arrêté ministériel quelconque qui dit que cette plante est protégée, pas touche, regarde, approche pas, laisse celui-là dans son milieu. Mais comme tout être vivant, cette plante mourra un jour. Et si on ne l'aide pas, on ne tend pas la main pour l'aider à se multiplier, à repeupler notre île, eh bien l'espèce disparaîtra. Protéger, pour nous, c'est d'abord planter, et nous disons toujours, allons planter. Mais en plus, cette plante ne nous a pas encore tout dit. Et là, moi je fais appel, nous faisons appel aux scientifiques pour qu'ils fassent parler la plante et découvrir tout ce qu'elle contient encore comme principe actif qui peut être utile pour notre société demain, devant les maladies et les épidémies qui nous accablent. Mais l'urgence, et là je me répète, c'est de planter. Planter pourquoi? Parce que nous disons, il faut d'abord avoir pour aller vers le savoir. Si nous n'avons plus la plante, ben, il n'y aura plus la démarche pour aller vers le savoir.
Voilà pourquoi nous nous battons beaucoup pour que ça soit planté. Mais de nos jours, quelle est la situation de ce bois jaune, de cette plante endémique sur l'île? Eh bien, de nos jours, on trouve beaucoup plus de bois jaune dans un petit coin de la cour que dans les milieux forestiers. Ça, c'est grâce à l'action de l'APN qui amène les gens à planter dans le petit coin de cour s'ils en ont. Et je peux dire, avec tristesse d'ailleurs, qu'aucun effort des institutions publiques officielles n'a été fait pour reconstituer des forêts de bois jaune. Nulle part sur notre île, nous pouvons retrouver une forêt de bois jaune. Ça n'a pas été fait, et jusqu'à ce jour, par les officiels. C'est grâce à l'association APN que cette espèce a retrouvé sa place dans nos cours. Je saisis l'occasion pour dire que pour moi, pour nous dans notre association, le vivre ensemble ne concerne pas seulement les différentes origines ethniques des humains. Le vivre ensemble concerne notre intégration dans la biodiversité, c'est-à-dire dans le milieu environnemental naturel, voire originel. Vivre ensemble, c'est vivre avec flore et faune locale qui est autonome. Voilà ma définition du vrai vivre ensemble. Je vais aborder le problème des plantes indigènes. Et là aussi, je vais choisir une, puisqu'il y a tellement un paquet de plantes indigènes, depuis le bois d'olive noire, le bois mamsel, le bois de négresse, la liane savon, etc. On ne pourra pas ce soir parler de toutes. C'est dommage. Alors les plantes indigènes font partie indien, des esclaves comme des engagés. Et pourquoi? Eh bien parce qu'ils avaient retrouvé sur l'île des plantes qu'ils avaient côtoyées dans leur pays d'origine. Alors, je citerai comme exemple ce soir la liane savon. Voilà la plante que j'ai choisie parmi les plantes indigènes. Son nom scientifique, c'est Ambelia angustifolia. Dans mon livre, je parle d'ailleurs, je cite Jacob de Cordemois, je ne sais pas si vous connaissez, une célèbre botaniste qui a écrit pas mal fin 1800, qui était aussi docteur et qui a exercé à Saint-Benoît. Il était docteur à Saint-Benoît. Alors Jacob de Cordemois précise dans ses livres que notre liane savon, appelée liane poilie à Maurice, que notre liane savon est très utilisée à son époque contre les maladies des voies urinaires, infections urinaires, cystiques, coliques néphrétiques, etc. Ça, c'est un constat que faisait ce médecin. Je disais qu'on l'appelle liane poilie à Maurice. Et pourquoi l'appelle-t-on liane poilie? Je vais vous raconter l'histoire. Un gros propriétaire terrien, un gros blanc, dit colon à Maurice, il s'appelait M. Griot-Poily. Il souffrait de coliques néphrétiques. Est-ce qu'il paraît, on ne peut pas cacher sa souffrance tellement la douleur est atroce. Je ne sais pas si parmi vous il y en a qui connaissent le colique néphrétique. Moi je ne connais pas, Dieu merci. Hein. Mais Poily l'a connu et il lui allait de douleur. Alors un de ses esclaves, un boy de la cour, natif de Madagascar, voyant son maître souffrir atrocement, lui propose une tisane héritée du savoir-faire ancestral malgache.
La douleur est tellement forte, le maître finit par accepter, et l'esclave prépare une tisane de la plante connue à La Réunion sous le nom de liane savon. Il a dû quand même dire à l'esclave de goûter la tisane avant, devant lui, je suppose. M. Poily constate l'efficacité du traitement. Il ne souffre plus, il est guéri. Il s'en vante dans ses cercles d'amis. Et la plante prend le nom de liane Poily, à Maurice. C'est la liane Poily qui devient remède contre les coliques néphrétiques. On ne voit plus le geste de l'esclave. On oublie son savoir-faire. C'est le maître qui est à l'honneur en donnant son nom à la plante médicinale. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire. Je vais passer à d'autres plantes indigènes. Donc pour le bois de Mamzelle, le lin à poivre, peut-être que certains d'entre vous connaissent, mais beaucoup peut-être disaient, ben, c'est quoi ça, bois Mamzelle, c'est quoi ça, lin à poivre, le gouyave marron, le bois d'olive noire. Pour toutes ces plantes indigènes, c'est l'apport des savoir-faire des esclaves qui ont imprimé dans notre culture l'usage médicinal de ces plantes, soit comme remède simple, soit comme tisane simple. Là aussi, ce sont des espèces à faire connaître, à protéger et à planter. Si on veut transmettre et sauver notre patrimoine culturel de savoir-faire populaire, le seul geste, c'est de planter. Ce savoir-faire, cette culture s'appuie sur quelque chose de physique, la plante. Si la plante disparaît, elle n'est plus dans les conversations, on n'en parle plus, on n'utilise plus. Elle s'efface de l'imaginaire collectif, de la mémoire collective, et cette culture tisane pays disparaît. Voilà pourquoi nous tenons beaucoup à transmettre des espèces vivantes et non des fossiles. Je vais arriver aux exotiques, les plantes qui sont arrivées ici, qui ont été amenées par l'homme en même temps que son installation sur l'île. Alors elles, je les regroupe, je les classe à peu près dans 6 groupes. Il y a les exotiques sauvages, comme notre pied de vavang, le pied de tamarin, le pied de piondin. Ce sont des exotiques, mais qui vivent à l'état sauvage. Il y a les exotiques pieds de bois qu'on appelle, nous, pieds de bois à la cour, comme le pied de bigarade, le pied de grenade, le pied de mouroum. Vous remarquerez que quand je parle d'exotique, je dis le pied de grenade, le pied de mouroum, le pied de vavang. Et quand je parlais tout à l'heure d'indigènes et d'endémiques, bois de, bois mamzelle, bois de golette, bois jaune, ça montre que nos aïeux, qui ne savaient peut-être certains pas lire, pas écrire, ont su faire une classification des plantes patrimoine floristique local et des exotiques qui sont arrivés. Et cette classification, ils l'ont faite par la langue créole. Ça aussi, c'est important. Ça aussi, c'est le message et l'héritage que nous laissent nos pieds de bois. Dans les différents groupes, donc j'avais dit les exotiques sauvages, les exotiques pieds de bois à la cour, il y a aussi les plantes alimentaires qui ont été amenées par l'homme. L'ail, safran, thym, persil, etc. Il y a aussi les plantes ornementales, bon, parce qu'il fallait garnir nos jardins,
ben, les différentes fleurs qui sont arrivées depuis le rose amer jusqu'aux 4 épingles, etc. Et les plantes rudérales, ce sont des exotiques qui sont arrivés, qui ont certainement suivi les hommes, comme pailleter, Jean Robert, je disais tout à l'heure, et les herbes sauvages, que les agriculteurs n'aiment pas beaucoup, comme la carotte sauvage, la camomille, col-col, ziababouk, tout ça. Donc voilà les différents classements des plantes exotiques, mais qui sont utilisées, qui ont été utilisées à des fins médicinales. Alors parler de ces plantes, de tous ces plantes, ce serait beaucoup trop long. Et parmi ces exotiques, j'ai choisi de parler avec vous de 3 plantes. La bigarade, le safran pays et la carotte sauvage. Alors bigarade, pourquoi? Tout simplement, c'est la saison en ce moment. On commence à en retrouver sur les marchés forains. Son nom scientifique, bon, c'est le Citrus aurantium, mais je ne pense pas que c'est ça qui vous intéresse le plus. Je choisis le bigarade donc parce que c'est la saison. Malheureusement, il est de moins en moins présent dans nos cours. C'est un agrume connu en Europe sous le nom de orange amer. Orange amer là-bas, bigarade ici. L'huile est aigre, acide on dirait en français, et la remplace à lui pour les oranges dures. Dans mon enfance, il y avait un pied de bigarade dans presque toutes les cours créoles. Et Gramoun y faisait usage comme remède simple. Remède simple contre le malcadique. Malcadique, c'est des tremblements qu'on peut presque comparer à la maladie de Parkinson. Il utilisait le bigarade pour soigner le malcadique. Et aussi la danse Saint-Guy. Danse Saint-Guy, c'est des crises qui rappellent un peu les crises d'épilepsie. Donc déjà, depuis des siècles, ces plantes, même exotiques, étaient utilisées par la population. On faisait des décoctions de feuilles, on faisait des infusions de fleurs contre les chocs émotionnels. D'ailleurs, dans les pharmacies, ils vendent l'eau de fleurs d'oranger. Ben, l'eau de fleurs d'oranger n'est rien d'autre que notre fleur de bigarade. Lorsqu'une mauvaise nouvelle arrive, on est un peu tétanisé, on tremble, donc 2-3 petits coups de fleurs d'oranger, d'un petit peu de sucré, et hop, on retrouve son calme, on retrouve une certaine sérénité. Mais sur ce bigarade, je viens de vous parler des usages ancestraux que faisaient nos aïeux. D'ici, et d'ailleurs aussi dans l'utilisation des fleurs d'oranger, certainement en Europe. Mais des chercheurs ont trouvé dans le bigarade, donc dans l'orange amer, un remède miracle contre la tumeur au cerveau, contre le cancer du cerveau. Et là, je cite le docteur David Servan-Schreiber, chercheur, grand scientifique, qui révèle que la peau du fruit de bigarade contient des flavonoïdes. Là, il parle un peu comme bon scientifique, mais il utilise des mots que moi, je n'ai pas trop habitué. Hein. Donc, cette peau contient des flavonoïdes anti-inflammatoires. Et ici, les 2 flavonoïdes concernés, c'est la tangéritine et la nobilétine. Ces flavonoïdes, dit-il, pénètrent les cellules du cancer du cerveau et facilitent leur mort par apoptose, c'est-à-dire par suicide des cellules cancéreuses. Vous voyez l'importance des plantes et ce que les plantes peuvent nous apporter, c'est très grave et en général, ça tue assez rapidement. David Servan-Schreiber avait une tumeur au cerveau qui a été découverte lorsqu'il était étudiant. Il voulait devenir psychiatre. Là, il a changé de direction
il a fait de la recherche sur les plantes et l'alimentation. Il s'est certainement souvenu ce que dit Hippocrate, que ta nourriture soit ton premier médicament. Ça remonte très loin, ça vient avant notre ère chrétienne, 300 ans avant Jésus-Christ. Donc il a fait des recherches et il a réussi à trouver dans cette plante un remède contre la tumeur au cerveau. C'est quand même extraordinaire. Vous voyez le grand respect que nous devons avoir sur les plantes. Vous voyez le travail qu'ont à faire les scientifiques aujourd'hui pour faire parler ces plantes, pour aller voir ce qu'il y a là-dedans comme principe actif. Le deuxième exotique que j'ai choisi pour vous en parler ce soir, c'est le safran pays. Parce que la fête safran, c'est bientôt sur la petite île. Et ce que l'on appelle safran, c'est tout simplement le curcuma. Ça n'a rien à voir avec le safran connu en Europe. Hein. Non, c'est le curcuma, mais il appelle à lui le safran pays, peut-être à cause de la couleur, parce que les jaunes pareil. Mais c'est deux plantes tout à fait différentes, ça n'a rien à voir. Mais depuis des siècles, nos aïeux à La Réunion, ils utilisaient cette plante à des fins médicinales. Le safran pays était utilisé comme cicatrisant, comme aseptisant des blessures et des plaies. D'ailleurs, si tout à l'heure on a l'occasion, je vais vous parler de ce qu'on appelle le sénateur cochon, c'est-à-dire ceux qui allaient castrer les verras et qui allaient saigner les truies. Ce qu'il avait comme outillage et ce qu'il emmenait avec lui et comment il faisait et il réussissait son opération. Le safran pays est utilisé aussi contre les mycoses entre les doigts de pied, les orteils, et même les doigts de la main. Il m'arrive que les gens arrivent, me disent voilà, j'ai plein de problèmes entre les doigts, ça se fendit, ça pète, etc. Je dis tu prends une petite lamelle de safran pays, tu mets entre les doigts, tu bandes, tu passes une huile, le lendemain c'est terminé. C'est propre, c'est fini. Mais ça, c'est dans ma famille qu'on faisait ça, et c'est pour ça que je peux le dire ce soir, sans dire que c'est un remède pour, mais je dis voilà l'usage qu'on en faisait et le résultat. Ça, je peux le dire. Mais de découvertes récentes, parce qu'on continue à chercher, et heureusement qu'il y a les scientifiques qui sont là, ils ont fouillé dans ce safran pays, et là, ils ont trouvé un remède efficace contre le développement des cellules cancéreuses. On utilise surtout le safran mère, parce que dans le safran, vous avez une racine principale, la mère, où il y a des racines, et autour de la mère, il y a des doigts. Les doigts n'ont pas de racines, elles. Il y a beaucoup plus de curcumine dans la partie centrale, dans la mère. Et c'est ça qu'on utilise surtout à des fins médicinales. Alors on prend une cuillerée à café crue, de safran cru, une pincée de poivre, et quelques gouttes d'huile d'olive vierge. À prendre, ben là, comme on veut. Il y en a qui prennent dans de l'eau et tout. Personnellement, je prends régulièrement, une fois tous les mois ou tous les 2 mois quand j'y pense, je prends dans mon ayahuasca nature. Je prends un ayahuasca nature, je mets ma petite cuillère de safran, les petites pincées de poivre, les 2-3 gouttes d'huile, je touille et je mange ça. Le matin, au petit déjeuner, à jeun. Mais une chose qu'il faut savoir dans le safran pays, c'est que le principe actif dans le safran pays, dans le curcuma, c'est la curcumine. Mais il faut savoir qu'en cas de cuisson, la curcumine ne résiste pas à la chaleur. À partir de 60-70 degrés, elle disparaît. Donc faites attention quand vous achetez une bouteille de sirop de safran pays, une bouteille de sirop de curcuma. Il n'y a plus de curcumine dedans. C'est de l'eau sucrée. Parce que toute la curcumine est partie avec la chaleur. Ça se consomme cru.
je vais arriver sur une plante qui m'a marqué particulièrement parmi les plantes exotiques, c'est un herbe et un herbe sauvage. Là, je vous citerai une plante que j'ai connue quand j'étais marmaille, et j'allais chercher, comme on dit chez nous, roi diable lapin, chercher des herbes pour les lapins. J'entends toujours la voix de cette dame, une vieille dame, ma voisine, qu'on appelait Madame Toutou. Elle habitait dans sa paillote, pas très loin de chez nous, et je voyais régulièrement des gens venir de Saint-Leu, de Thévelas, de la Chaloupe, de l'étang salé, de Saint à pied. Venaient chercher chez elle un remède pour un problème de santé. Donc c'est une femme qui faisait ce qu'on appelle des tisanes simples. Et je précise que sa tisane simple était toujours gratuite. Jamais elle faisait payer qui que ce soit. En plus, elle disait, mais donne à où tu remèdes là, file, pas besoin de dire merci. Si vous les guéris, vous dites merci bon Dieu. Voilà l'époque, comment ça se faisait, comment ça se passait. Alors j'entends encore la voix de cette dame qui un jour m'interpelle et dit, vous entendez là, c'est du fond? Vous entendez convenablement? Au cas où je ne parle pas assez près du micro. Alors cette femme m'interpelle, j'entends encore sa voix, ça résonne encore jusqu'à aujourd'hui. Elle me dit, Raymond, où on a l'habitude d'aller au diable lapin? Raymond, toi qui as l'habitude d'aller chercher de l'herbe pour les lapins, où il ne connaît pas où ça, il peut trouver des trois petits pieds carottes sauvages, tu ne sais pas où on peut trouver quelques petits pieds de carottes sauvages? Parce que un marmaille fait une crise d'appendicite là-bas. Parce qu'il y a un enfant qui fait une crise d'appendicite. Et si n'y trouve pas ce carotte sauvage, l'île est capable mort si l'appendicite éclate. Si on ne trouve pas cette plante, cet enfant peut mourir si l'inflammation est très forte et l'appendice va s'éclater. Aujourd'hui, on appellerait ça une péritonite. Des phrases comme ça, on ne peut pas oublier. Ça vous marque la vie. Ça vous marque la vie que ce petit herbe qu'on allait chercher pour les lapins pouvait sauver la vie d'un enfant. Parce que j'habitais aux Avirons. Le premier médecin, si on avait besoin, il était à Saint-Louis. Il fallait envoyer quelqu'un à pied pour l'appeler, pour lui prévenir. Et lui, il serait remonté, mais en carriole. Et dans combien de temps l'inflammation aurait pu se développer et l'enfant mourir? Il fallait le sauver tout de suite. Et cette dame se mettait à la tâche. Et ce jour-là, c'est moi qui ai apporté les 2-3 petits pieds carottes sauvages. On ne peut pas oublier ça. Ça m'a marqué. Et à partir de là, je me dis, aujourd'hui, c'est un devoir pour moi d'en parler, de faire connaître. C'est un devoir de vous dire aujourd'hui, de vous parler aujourd'hui à vous et aux autres, qu'il faut respecter les plantes. Et qu'il faut respecter ce savoir-faire populaire qui est lui aussi un véritable patrimoine, patrimoine culturel et patrimoine scientifique. Donc marquer ainsi de la culture populaire dans mon enfance me fait, comme je vous disais tout à l'heure, un devoir de transmettre, de communiquer le petit peu que j'ai appris, le petit peu que je connais avant Misava. Pour conclure, je dirais, évidemment, j'ai réduit le nombre de plantes citées, parce qu'il y en aurait trop.
il y aurait pour des semaines, voire des mois, si on allait parler de tous nos pieds de bois pays, des endémiques, des indigènes et des exotiques aussi. Et comme je dois vous libérer, et que j'ai besoin de rentrer à la classe moi aussi, donc m'y arrête là-dessus, mais m'y consacre à Azot encore un moment pour écouter Azot. Je vous consacre un moment pour vous écouter et pour entendre vos questions. Et si je peux répondre, c'est avec plaisir que je répondrai si je connais la réponse. Mais si je ne connais pas, eh bien humblement je vous dirai, ça ne m'y connaît pas encore. À vous la parole. Merci de m'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas été trop long. Bien. Merci beaucoup pour cette présentation, cette conférence. Donc on va procéder aux questions. Étant donné les contraintes Covid, on va faire comme on a l'habitude de faire pour ceux qui sont déjà venus. C'est-à-dire que vous allez poser votre question directement sans micro. Et si votre voix ne porte pas suffisamment, je serai chargé de servir d'amplificateur à votre voix par le micro. Voilà. Est-ce qu'il y a une première question? C'est toujours la plus difficile. Alors la question est, où trouver les plantes? Ah, mais d'abord à La Réunion. Elles sont là. Mais le problème, c'est vrai, c'est de les reconnaître et de les reconnaître. Et là, bon ben, quand je peux vous aider, je vous aide, si vous apportez la plante devant moi ou si vous la cherchez, parce que chaque plante peut et doit être identifiée avec précision. Parce qu'il arrive qu'elle se ressemble plus ou moins par le feuillage ou la couleur ou autre, mais il y a des clés d'identification de la plante. J'ai vu malheureusement sur un marché forain une dame qui était venue acheter une plante qu'on appelle le zambaville. Au moment où elle demandait la plante, j'ai tourné la tête, j'ai regardé et j'ai vu qu'on ne lui a pas donné du zambaville. Je l'ai laissé partir, je regrette d'abord, parce que j'aurais dû aussi lui dire un petit mot à la dame. J'ai vu le vendeur et je lui ai dit, mais monsieur, madame, vous a demandé du zambaville, c'est pas du zambaville que vous lui avez donné. C'est pas du zambaville, ça, monsieur. Ah, il me dit, mais moi, on n'a plus zambaville, monsieur Lucas. Tout rafraîchissant, ça. Ah, je dis, c'est grave. C'est très grave. Parce que si un Malban vient rôder un morceau cabri, ou il donne un morceau bœuf, et vous dit ça toute la viande. Si un Arabes vient rôder un morceau bœuf, ou il donne un morceau la viande cochon dans la cuisse, ou dit ça toute la viande. Vous voyez, il faut connaître les plantes quand même. Hein. Donc, pour répondre à votre question, où les trouver, c'est à La Réunion. Si vous doutez peut-être pour certaines, vaut mieux acheter en pharmacie. Là, vous serez sûr. Sur les marchés, il y a des gens sérieux aussi, hein, mais prenez quand même la précaution de connaître la plante. Voyez quelqu'un qui connaît pour vous dire avant de la consommer. Hein. Parce que chaque plante a des effets différents sur notre organisme. Moi, je ne peux pas répondre plus à cette question. C'est difficile. Alors, il y a 3 questions déjà. Je vais me permettre de répéter les questions parce que comme on enregistre, ça sera plus facile pour bien comprendre. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'utilisation de la plante Doliprane? Ah, alors je répète simplement, c'est la j'ai plante entendu la plante Doliprane, hein? C'est ça que j'ai entendu? Oui. Écoute, d'abord, je vous dirais, avec mon vieil âge, je n'ai jamais entendu de plante Doliprane à La Réunion, à part ces temps derniers-là. Doliprane, c'est le nom d'un médicament qui contient du paracétamol. Et on va s'amuser à donner à une plante le nom de Doliprane pour faire de l'argent, pour tromper. Ah là, c'est grave. Moi je dis, c'est pas tromper la population. Il n'y a pas de plante réellement Doliprane à La Réunion. En plus,
c'est une plante assez envahissante. Vous mettez une petite branche, vous avez tout de suite un carreau. Oui, il y en a plein partout. Non, moi je ne la vois pas. D'abord, je ne la conseille pas. Ah oui. Et ensuite, ce n'est pas vraiment une plante pays. Je ne le classerai même pas parmi les plantes à usage médicinal. Je ne le classerai même pas dans les exotiques utilisés à usage médicinal. Je ne comprends pas comment c'est arrivé cette plante dite Doliprane. C'est le nom d'un médicament qu'on vend en pharmacie. Moi, jamais connu de pied de bois. Je n'ai jamais entendu parler de plante qui s'appelle Doliprane. Ben oui, demain on appellera l'autre efferalgan et l'autre aspirine. Et pourquoi pas pénicilline? Voilà, non, là, je crois que derrière ça, il y a quand même un peu d'arnaque. Soyons sérieux. Et là, je suis ferme là-dessus. Il y avait deux autres questions. Oui. Est-ce que la fleur jaune est la fleur du bois jaune? Ah, c'est deux plantes différentes. On a une plante qu'on appelle pied de bois de fleurs jaunes et l'autre le bois jaune. La fleur jaune, bon, il a des fleurs jaunes. C'est un arbuste qui est utilisé aussi, qui a été utilisé, fortement utilisé, en usage médicinal. Notre fleur jaune est de la même famille du millepertuis européen. Et le millepertuis, là-bas, est utilisé aussi comme plante médicinale, même si la France a interdit cet an dernier l'utilisation du millepertuis. Mais c'est deux plantes tout à fait différentes qui n'appartiennent pas à la même famille botanique, tandis que le bois de fleurs jaunes est un arbre. Le bois jaune, pardon. Le bois jaune, lui, c'est un arbre. C'est une apocinacée. Il a un latex. Quand on cueille une feuille ou quand on cueille le fruit. Et il donne des gros fruits collés en Philippines par deux. Tandis que le bois de fleurs jaunes, il a une fleur jaune, les fruits c'est dans une capsule, il y a une multitude de petites graines dans la capsule. C'est deux plantes tout à fait différentes. Et je précise justement pour la plante le bois de fleurs jaunes, c'est ça que j'ai vu la personne donner à la dame. Quand elle avait demandé du Sambaville, elle avait donné du bois de fleurs jaunes. Et je vous disais tout à l'heure, j'ai regretté de n'être pas intervenu auprès de la dame parce que j'ai vu que c'était une dame dans les 70 ans à monter, 75 ans. Je me suis dit que pour elle, il n'y a pas de danger. Ce n'est pas parce que son âge, ça peut l'empoisonner, hein, moi j'ai un peu plus. Je vais vous dire tout simplement pourquoi. Parce que si cette dame est venue demander du Sambaville, probablement on a dû lui dire que le Sambaville c'est une plante anti-stress. J'ai réfléchi après, je me suis dit, mais cette dame qui a demandé du Sambaville, à qui on a donné du bois de fleurs jaunes, peut-être qu'elle était venue acheter ça pour un enfant, une jeune fille, à l'université ou au lycée qui passe un examen, le bac ou une thèse ou un doctorat ou autre, et qu'elle est angoissée, elle dit, ben, tout le monde me dit Sambaville et anti-stress, je vais prendre du Sambaville, lui donner pour combler son stress. Et on lui a donné du bois de fleurs jaunes. Et le bois de fleurs jaunes, je vous livre là un de ses principes actifs, le bois de fleurs jaunes, comment on va dire ça, détruit l'effet de la pilule contraceptive, annule l'effet de la pilule contraceptive. Donc j'ai fort regretté de n'avoir rien dit à la dame. J'ai dit pour elle il n'y avait pas de danger, mais si elle avait pris ça pour une de ses petits-enfants qui passe un examen et qui a un copain, eh ben un bébé au bout du chemin. Ça, il faut le savoir. Donc voilà pourquoi j'ai regretté de n'avoir pas
de n'être pas intervenu aussi auprès de la dame. J'aurais pu aller la voir avant qu'elle rentre dans sa voiture et dire madame, pour qui ça? Et fais attention. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais j'ai profité pour donner un petit élément sur le bois de fleurs jaunes, qui est bien différent du bois jaune. Il y a une question ici, on nous demande si il y a de l'ortie à La Réunion. Nous avons à La Réunion un bois d'ortie, plante endémique protégée par arrêté ministériel. Mais ce n'est pas l'ortie que l'on trouve en métropole, une herbacée. Mais nous avons une plante qu'on appelle le bois d'ortie. Endémique de notre île, et voire même protégée par arrêté ministériel. Mais c'est deux choses différentes. Hein. Mais de l'ortie même, nous n'avons pas. Si, il y en a, si on fait venir. Si on fait commande dans certaines cours, il se peut qu'il y ait de l'ortie, oui. Moi, je ne l'ai pas chez moi, hein, parce que quand je vois l'ortie à 3 mètres, j'ai déjà les démangeaisons. Bon, voilà. Par contre, j'ai le bois d'ortie chez moi. Là, je n'ai pas les démangeaisons. Et alors que ça, c'est aussi pareil, urticant. Hein. Et quoi il fait, le bois d'ortie? Est-ce que ça a les mêmes bienfaits, on me pose comme question? Hein? Est-ce que ça a les mêmes bienfaits, le bois d'ortie ou l'ortie? Je ne crois pas que les effets sont comparables. Non, c'est tout à fait différent. Dans l'usage qu'on en faisait, nous, nos aïeux, on donnait à manger aux porcs, aux animaux, qui n'avaient pas d'appétit, pour lui redonner de l'appétit. Mais j'ai l'impression que son appétit venait lorsqu'il avait les démangeaisons dans la gueule, donc il pouvait bouffer n'importe quoi. Bon, je ne sais pas. Je ne peux pas aller plus loin, je ne suis pas un scientifique, je suis un empirique, je ne fais que observer. Mais par contre, je souhaite que les scientifiques fassent du travail là-dessus et aillent voir ce que cette plante peut nous apporter et voir la comparaison, s'il y a une comparaison à faire avec l'ortie et herbacée. C'est-à-dire le nôtre, c'est un gros pied de bois. Hein. Le bois d'ortie, ça peut devenir un bel arbre. On a encore 3 questions pour madame. Devant les difficultés que nous avons à reconnaître les plantes et devant le peu de personnes aptes à nous les montrer, est-ce qu'il y aurait en constitution un dictionnaire, une application sur smartphone pour les reconnaître? Je pense que oui. Aujourd'hui, la technique est tellement développée que des fois, quand je vais en forêt avec des jeunes, ils mettent leur petit smartphone, le petit appareil, ils tapent 2 coups et puis ils me donnent le nom de la plante. Carrément comme ça, hein. J'ai vu ça. En photographiant, ils peuvent trouver le nom scientifique surtout. Et le nom vernaculaire, pas toujours, puisque dans chaque pays, on ne donne pas les mêmes noms. Et s'il s'agit de nos plantes de La Réunion, ils donnent des fois les noms vernaculaires. Hein. Donc, il y a des appareils qui existent aujourd'hui qui permettent d'identifier une plante. Ce que nous n'aimons pas beaucoup, d'ailleurs, lorsque nous sortons en forêt avec des gens qui veulent connaître les plantes, ils mettent le petit appareil, et ils donnent le nom. Je dis, bon, mais dans ce cas-là, c'est plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que nous leur donnons les clés d'identification. Par exemple, la position des feuilles, s'il y a des stipules, s'il y a des petits points aux nervures, comment sont les nervures, etc. Il y a des détails précis. Et je prends l'exemple d'une plante de Takamaka pays. Lorsque je montre aux gens et je veux leur donner la clé, je dis les nervures des feuilles de Takamaka pays nous rappellent le petit pain le pou. C'est-à-dire ces petits pagnes aux dents très fines et parallèles et très proches qu'on mettait dans la tête lorsque nous allions à l'école, lorsqu'il y avait des lentes et des poux. Parce que ces nervures sont comme ça. Si un jour vous tombez sur une feuille, vous voyez la nervure principale
et plein de petites nervures parallèles très rapprochées les unes des autres, tu payes le pouls. Et bien il dit voilà, ça c'est une feuille de Takamaka, et là vous êtes avec notre Takamaka pays. Par les clés que je donne, souvent c'est des clés pour reconnaître une fougère mâle, une fougère femelle. S'il y en a dans la salle qui sont sortis avec nous, je dis vous regardez la feuille. S'il y a une grande partie de la feuille dénudée, c'est une fougère femelle. Si la feuille commence à être remplie dès la sortie du tronc, c'est une fleur, c'est une fougère mâle, un cyathea mâle. Pourquoi? Parce que les hommes ont souvent collet monté et les dames ont souvent des décolletés. Et quand ils ont regardé les deux feuilles, ils partent chez eux, ils n'oublient jamais la différence entre les deux, ils retiennent. On ne les abuse plus sur telle qualité ou telle autre qualité. Voilà des petits exemples comme ça. Et l'autre question ici. Oui, justement, à propos de vos sorties, est-ce que vous organisez toujours des balades botaniques et comment on peut... Oui, là j'ai moins entendu, si Didier peut répéter s'il te plaît. Oui, c'est pour savoir si vous organisez toujours des sorties botaniques et si on peut s'y inscrire. Oui, nous organisons, mais en ce moment, en période de Covid, nous ne prenons pas cette responsabilité. Donc, c'est en sommeil depuis un bon moment, depuis le Covid. Mais sinon, nous avons fait, nous le faisons, mais nous le faisons, c'est assez interne. Hein. L'invitation est envoyée aux adhérents. Nous avons près de 600 adhérents, hein, 300 familles. Et en général, c'est des groupes d'une centaine qui viennent. Mais ceux qui viennent peuvent inviter des amis. Même s'ils sont non adhérents, ça n'a aucune importance pour nous. Hein. C'est des gens qui veulent connaître, donc on veut leur donner l'information. Voilà. Donc ça se fera certainement sitôt que les horizons seront plus clairs face à cette crise sanitaire grâce à et toutes ces interdictions qui pèsent sur nous. Vivement le retour dans les forêts et dans les sentiers. Avec vous. Allez-y. Du coup, j'ai une question pour la fleur jaune. Pour le fleur jaune, entre le principe actif dans la fleur ou dans la feuille? Parce qu'il y a des débats à ce niveau-ci, et du coup, je pourrais savoir ce que vous en pensez. Tu peux reprendre la question, Didier? Dans la fleur jaune? Non. Non, pour que j'entende mieux. Si j'ai bien compris la question, dans le fleur jaune, est-ce que la caractéristique ça porte sur la feuille ou sur la fleur? Toute la plante. Feuille, fleur, tige. On peut faire bouillir toute la plante. En décoction, du coup? Alors pour conserver, souvent les gens ramassent les petites fleurs séchées. Mais les principes actifs, c'est dans toute la plante. Hein. Même quand elle n'est pas séchée. Ah, c'est mieux quand elles ne sont pas séchées. C'est mieux, là vous en avez plus. Mais il y en a des plantes qui conservent quand même leur pouvoir de principe actif, même séché. Et le bois de fleurs jaunes conserve ces qualités-là. Le zambaville aussi, et beaucoup, la plupart d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, les plantes reconnues, plantes de l'île reconnues à la pharmacopée française qui sont vendues en pharmacie, je crois que ce sont des plantes, des feuilles séchées. Pour la commercialisation, c'est plus facile. Personnellement, je préfère les feuilles fraîches. C'est pour ça que je préfère voir le petit pied de bois d'un petit coin maquois. Comme ça, il est là, c'est ma pharmacie. Oui. Alors, Oui. oui. Je voudrais juste savoir s'il existe des champignons comestibles à La Réunion. Oui, il existe des champignons. Je suis assez nul en champignons. Hein. Ouais, je suis assez nul, mais il existe dans la forêt des temps salés, sous les pieds de Tamarinelaine, il y a un champignon que j'ai mangé. Oui. Ils disent que c'est proche du cèpe, mais c'est loin du cèpe pour mon palais. Il n'a pas de nom? Il n'y a pas un nom? Je ne sais pas comment on l'appellerait. Champignon
champignons étant salés, champignons pays, mais il n'y a pas de nom. Il doit certainement avoir un nom scientifique. Hein. Il y a une période à peu près? Ben, après les pluies. D'accord, merci. En été, après les pluies. Bientôt, il y en aura là, dans le forêt d'étang salé. Merci. Et il y a beaucoup de gens qui vont chercher d'ailleurs. Hein. C'est assez gros, c'est assez épais, mais ça rappelle le cèpe, effectivement. Mais c'est loin, hein, un point de vue gustatif. La dame qui est à côté de moi dit que ce serait le bolet à tête nègre. C'est bien ça? Voilà, peut-être, oui, voilà. Un peu de tête nègre, voilà, c'est ça. Alors j'ai une question aussi, la même dame. Oui, allez-y. Vous parliez de planter des pieds de bois, de planter toutes sortes de planter, en fait. Mais on ne plante pas n'importe quoi, n'importe où. Est-ce qu'il y a une cartographie de l'île par rapport aux différents étages et aux différents sols pour ne pas perdre, pour ne pas planter pour rien, pour ne pas perdre les semences ou les boutures? Oui, très important votre question, madame. D'ailleurs, dans les 2 livres que j'ai écrits, que ce soit Un petit coin à la cour, pour plantes endémiques La Réunion, comme 100 plantes indigènes et endémiques, je précise la zone géographique qui convient à la plante. Et là, je vous raconte une anecdote que j'ai racontée tout à l'heure à Didier. Un jour, à la fête du Tevlav, aux Avirons, un agent forestier, vraiment heureux, il dit « Tiens, je vais faire un cadeau aux gens qui viennent à la fête ». Il avait préparé des plants, une centaine de plants, près de 200 même, 200 plants, de thym rouge. Et il avait organisé un jeu dans la foule. Et ceux qui pouvaient répondre positivement à la question avaient droit à une plante, à un thym rouge. Il m'a fait part de son intention et de ce qu'il voulait faire. Formidable. Un agent forestier qui veut lancer les plantes dans le domaine public pour que les gens puissent planter. Et bien, vous voyez, je me suis opposé. Je me suis opposé, je lui dis, ne fais pas ça. Si tu fais ça, je serai en travers de ta route. Parce que tu risques d'envoyer des plantes au mouroir. Parce que si c'est un gars de Saint-Leville, ou de Saint-Louisville, ou de Saint-Paul-Ville, qui gagne au tirage au sort, il va emmener ce thym rouge à Saint-Paul-Ville, alors que la place de thym rouge sur Saint-Paul, c'est au village thym rouge là-haut. C'est une plante d'altitude. Et la planter là où elle ne doit pas y être, vous l'emmenez au mouroir. Elle va mourir. Et ça, il ne faut jamais le faire. Et c'est pour cela que les jeunes pépiniéristes avec qui nous travaillons et que nous aidons, nous leur disons, on vous aide à une condition. Lorsque le client vient, trouve telle plante, elle est belle, mais il voudrait bien planter ça à la case. Pose-lui la question, où est-ce que tu habites? Pour voir si ça correspond. Et là, vous lui dites, cette plante chez vous, elle ne poussera pas. Vous voulez l'acheter, mais vous allez la tuer. Ça, il faut le dire. C'est très important comme question, parce qu'on ne peut pas planter n'importe quelle plante, n'importe où. Il y a des zones bien tracées pour les différentes plantes endémiques, surtout, et même pour les indigènes, mais surtout pour les endémiques. Là, il faut se renseigner et ne pas prendre n'importe quoi quand vous allez chez un pépiniériste. Il y a des plantes de zones humides, il y a des plantes des zones littorales, il y a des plantes de zones de moyenne altitude et il y a des plantes de haute altitude. Il faut respecter la place. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, madame. Est-ce qu'il y a une cartographie? Une cartographie, je ne sais pas si elle existe, hein, mais il y a des livres qui expliquent, qui disent où on peut les planter.
Sur un petit coin de la cour, là, c'est clair, c'est net, c'est bien précisé. Hein. Je précise où vous allez la planter, où est-ce qu'il ne faut pas la planter aussi. Il y a le site internet d'Opic, me direz. Il y a Topic, le site internet. Oui, je pense, oui. Et là-dessus, on peut trouver sur Internet. Et puis, il y a le Conservatoire botanique qui devrait pouvoir vous apporter renseignements. Là, c'est sûr. Leur existence, c'est pour ça. Et ils reçoivent du public. Ce serait bien aussi là, de leur demander. Bon, moi, on me demanderait pas à titre individuel, c'est sûr que je dirais. Mais je ne peux pas répondre partout à tout le monde, voilà. Mais il y a une officine, c'est le Conservatoire botanique, je pense. Puis si l'ONF aussi devrait pouvoir répondre. S'ils ont des bureaux d'accueil, je ne sais pas. Mais le Conservatoire botanique, oui, il a un bureau d'accueil. Il accueille le public. Ça entre dans leur fonction de vous guider là-dessus. Il y a une autre question ici. Il y en a deux. Allez-y. Du bois de fer. Est-ce que tu pourrais parler du bois de fer et pour savoir également comment on peut l'utiliser? Alors le bois de fer, c'est une espèce protégée aussi, hein, c'est une plante endémique de notre île. Son utilisation première, c'était pour la charpente, parce que c'est un bois très, très, très solide. Et je peux mettre encore 2-3 traits devant. Le bois de fer, il s'est beaucoup raréfié. On n'en trouve pas beaucoup. Et on commence à en retrouver dans les cours, grâce à l'action de l'APN, parce que nous faisons des semis, nous distribuons, nous encourageons des jeunes pépiniéristes à en faire, et nous leur avons donné la technique de semis du bois de fer. Il y en a qui l'utilisent à des fins médicinales. Mais pour l'instant, je ne le conseille vraiment pas parce qu'elle est tellement rare. Nous sommes encore dans la phase où il faut la protéger. Bon, j'ai vu des bois de fer écorcés, j'ai vu des racines du bois de fer écorcées, et là ça me fait mal parce que écorcer un arbre, c'est le tuer. Ça aussi, il faut le dire aux gens, il faut que les gens apprennent. Et que s'ils l'écorcent, ce n'est souvent pas par méchanceté, pour la vie de la plante. Et là où on utilise les écorces, je dis toujours, vous coupez une branche, vous l'emmenez chez vous, vous enlevez l'écorce sur la branche et vous l'utilisez comme nos aïeux le faisaient. En coupant une branche, vous participez à un élagage. Vous aidez la plante à lutter contre le cyclone, surtout si c'est en période avant le cyclone. Le vent aura moins de prise s'il a moins de branches. Et la plante est tellement contente de vous soigner qu'un an après, quand vous arrivez, là où vous avez scié proprement, elle vous offre 2 autres ramifications, 2 autres branches. Ça, il suffit de le dire, les gens comprennent très bien après. Alors le bois de fer, il y a des utilisations, puisqu'on me demandait à quoi ça sert. Je n'ai pas trop envie de le dire, parce que, comme je vous dis, c'est une plante rare. Et il y a des usages qui sont faits, mais qui ne sont pas du tout justes. Il y en a qui croient que c'est une plante aphrodisiaque, parce que c'est le bois de fer, qui croient que c'est une plante qui va lui donner de la force et de l'énergie, parce que ça s'appelle bois de fer, et c'est dommage. Mais c'est une plante qui a quand même été utilisée par nos aïeux pour soigner certaines maladies. Et aujourd'hui, c'est tellement rare, mieux vaut ne pas l'utiliser pour l'instant. Du coup, j'ai planté
allons planter d'abord. Allons planter notre bois de fer. On a acheté sur le marché des temps salés les vins, du coup on en est à la maison, on me l'a vendu pour que ça puisse tasser le dos. Pour les maux de dos. Tu reprends, Didier, pour que j'entende mieux la question, s'il te plaît? Oui, donc c'est pour dire que la personne en a acheté à étang salé et en fait on lui a vendu pour les maux de dos. Ben oui, parce qu'il croit que c'est le bois de fer et que ça va soulager, ça va lui donner de la force dans le dos. C'est totalement faux. Et je me demande si c'est du bois de fer qu'il a vendu. Ça, il faudrait le voir. Je demande à voir. Parce que le bois de fer est devenu tellement rare dans la nature, j'aimerais savoir, et à cette personne qui vend, comme j'ai déjà fait sur certains marchés forains, quand je vois quelqu'un qui vend, je lui dis, mais tu vends ça? Est-ce que tu as un carreau, la case? Est-ce que tu as un champ de plantation chez toi? Ah non, monsieur le gars, ça allait plein dans la forêt. Ben je dis, tu vois le gars qui vend des brinjelles là-bas, des aubergines, soit il a un champ, il en a planté, soit il est allé au marché de gros, il a acheté pour vendre. Toi, tu cueilles et tu plantes pas. Là, c'est grave. Moi, je dis, quand vous achetez une plante au marché forain, vous contribuez à la destruction de notre patrimoine. Et là, je suis dur là-dessus, mais c'est comme ça. Sauf si le gars vous dit, ça, j'ai cultivé, c'est chez moi. Alors là, lui, il faut l'encourager. Et s'il va cueillir dans le domaine public, je suis personnellement farouchement opposé. Et du coup, est-ce qu'on les trouve, ces pieds de bois ou ces bois jaunes, si on veut les planter dans notre cour? Où est-ce qu'on peut les trouver? Il y a quelques pépinières qui en font déjà en ce moment. Vous voyez les pépiniéristes, vous téléphonez. Je pense qu'une pépinière à Sainte-Rose d'Enfer, une du côté de la rivière des Galets, une autre du côté du Tevlav, une autre du côté de vers Saint-Louis aussi, qui ont des plantes de bois jaune à vendre, qui commencent à planter le bois jaune. On a deux questions là, même trois. Alors la dame là-bas, puis la dame ici, et la dame là. Voilà. Moi je suis à la recherche de col-col, guérimite. Je me demandais dans quel milieu elle pousse, où est-ce qu'on peut la trouver? Oui. Dans les bains pour l'eczéma. Oui. Tu reprends, Didier, pour que je comprenne mieux la question. J'ai compris un peu, hein, mais pas tout. J'ai bien compris, col-col, c'est ça? Ouais. Voilà. Est-ce que le col-col contribue à traiter l'eczéma? On peut en trouver dans quel milieu elle vit? Et dans quel milieu elle vit? Bon, le col-col, une plante de partout. D'ailleurs, là où le col-col pousse, on peut dire, mes parents disaient, là le terrain est riche, c'est un bon terrain. Le col-col, c'est la plante qu'à Maurice on appelle l'herbe à flaques. C'est une plante très utilisée dans les mascareignes. Maurice, Réunion, comme plante médicinale, mais surtout pour les plaies, pour les éruptions cutanées. C'est un véritable antiseptique. Les plaies qui suppurent et tout, soit laver avec, ou bien les feuilles séchées, réduire en poudre et mettre dessus. Et même pour certains eczémas. Tout est bon dans le col-col. De la fleur à la racine. Et elle pousse partout. Vous passez quelque part, vous voyez un pied de col-col, en ce moment, il y en a, et ils sont en fleurs ou en graines, emmenez chez vous, jetez dans la cour, vous aurez des col-col. Ça pousse comme ça, tout seul et facilement, très facilement. Et c'est une plante vraiment qui a été beaucoup utilisée. Moi qui étais jeune, qui était un petit peu beaucoup ravageur, j'arrivais souvent avec des blessures, j'étais toujours dans la ravine et dans les bois, et bien mes parents me soignaient avec du col-col. Soignaient mes plaies avec du col-col. On m'en faisait boire,
comme dépuratif sanguin pour enlever les impuretés qui sont éventuellement dans le sang, et particulièrement les staphylocoques. Et ensuite, on faisait des bains de col-col. Plante à ne pas arracher s'il est dans votre jardin. Plante à soigner et à faire connaître surtout autour de vous, parce que beaucoup de gens ne connaissent plus. Fait connaître, c'est une participation forte au sauvetage de notre patrimoine floristique. Allons faire connaître. Je dis allons planter, mais allons aussi montrer et faire connaître à nos enfants, à nos voisins. Donc plutôt en décoction, la plante? On fait bouillir la plante? Ah, décoction. Et là, il faut bien voir aussi la définition. Décoction, c'est vous mettez la plante, l'eau, ensemble sur le feu. Et vous laissez monter à ébullition. Certaines, 5 minutes d'ébullition, d'autres beaucoup plus, si vous voulez avoir plus de principes actifs. Ça, c'est la décoction. L'infusion, c'est dans de l'eau chaude, bouillante, vous mettez la plante dedans et vous laissez infuser. Vous buvez après. Et la macération, souvent, c'est dans de l'eau froide. Vous laissez macérer. Mais, une petite précision que j'amène, on ne fait pas une décoction dans n'importe quel ustensile. Ça paraît un détail, mais c'est très important la casserole que vous utilisez. Évitez les casseroles en métal et en alu. Quand vous faites bouillir votre tisane là-dedans, si vous observez bien, vous verrez qu'à la ligne d'horizon au sommet se forme un cercle dans votre récipient. Parce que les principes actifs sont souvent des acides. Si vous faites dans une casserole alu, il va agresser le métal, l'aluminium. Il va prendre de l'aluminium, il va mettre dans votre liquide. Et l'aluminium est cancérogène. Vous pensez vous soigner et vous prenez un poison. Les casseroles que je recommande d'utiliser aujourd'hui, elles doivent être émaillées ou en verre si c'est du verre qui va sur le feu. Mais au moins des casseroles émaillées parce que là c'est neutre. Il n'y a pas de corruption du produit que vous faites cuire, que vous faites en décoction. Et je vais même plus loin, si vous mettez dans une bouteille pour l'emmener au travail ou au bureau, ne mettez pas cette tisane dans une bouteille plastique vide que vous avez bu de l'eau avant. Mettez dans un litre en verre pour éviter toute pollution de votre tisane. Ça paraît un détail, mais c'est très important. Et j'insiste là-dessus chaque fois que me pose la question, et dans les écrits que je fais, je précise, je donne ce conseil, utilisez une casserole émaillée. Et si l'émail commence à s'effriter, parce que ça arrive, laissez cette casserole pour faire autre chose, ne faites plus de tisane là-dedans. Voilà, je suis un peu strict là, un peu radical, mais si on veut se soigner, il faut prendre les moyens. Voilà. Pardon? Est-ce que l'inox conviendrait? Pardon? On me pose la question de savoir si l'inox conviendrait. Oui. Oui, allons-y. Bien. Ah, pardon, j'ai pas bien compris la question là, alors. Les casseroles en inox. L'acier inoxydable, est-ce qu'il convient? Aujourd'hui, je me méfie de leur acier inoxydable. Parce que c'est fait avec des mélanges qui n'ont plus rien à voir avec l'acier inoxydable d'il y a une quarantaine d'années. Je préférerais directement la casserole émaillée. Là, c'est sûr que c'est un produit neutre. Et en terre. Alors, je vais juste... Ah, en terre cuite, là, c'est l'idéal, ça c'est bon. Ah, là, il n'y a pas de problème. Et en fonte, de la vraie fonte d'avant, oui aussi. Mais aujourd'hui, c'est tellement
polluer les ustensiles que nous avons, il faut faire attention. Même l'inox, personnellement, c'est un métal quand même, et on ne connaît pas avec quoi on a fait la composition de cet inox. Bien, il est 20h, donc ce que je vous propose, c'est que les dernières questions, vous leviez la main pour que je sache où on en est des dernières questions. Donc, voilà. Là. 3, donc il nous reste... Allons-y, bon, après il faudra de la case. Voilà. Donc on va essayer de faire très court, hein. Il y a 5 questions, essayez de faire très court, voilà. de toute façon, parce qu'on puisse rentrer pas trop tard. Et surtout, Raymond qui nous a fait le plaisir de venir. Et des avirons. Ouais, c'est tout, hein. Mais le cartilage peut se reconstituer. Pour que le cartilage se reconstitue, il faut du magnésium, de la protéine et de la vitamine C. Voilà les 3 éléments nécessaires pour la reconstitution de notre cartilage. Donc n'attendez pas qu'il s'abîme trop. Prenez des plantes dans lesquelles il y a ces produits. Alors vous avez d'abord le chocolat ou le cacao. Directement le cacao. Le cacao est très riche en magnésium. 500 mg de magnésium par 100 g de cacao. Et il contient aussi un bon taux de protéines. Par contre, il n'a pas de vitamine C, il faut compléter avec de la vitamine C. Mais le cacao est très recommandé pour éviter l'usure trop rapide de nos cartilages. Mais, là aussi, il y a un principe de précaution. Dans une plante, il y a plusieurs principes actifs. Dans notre cacao dont je vous parle, il y a donc le magnésium, il y a donc la protéine, et il y a aussi de l'oxalate, c'est-à-dire de l'acide oxalique. Et là, si vous avez une insuffisance rénale, je vous dirais, ne prenez pas de cacao. Parce que l'acide oxalique est très dangereux pour ceux qui ont des problèmes d'insuffisance rénale. Vous voyez, dans la même plante, il peut y avoir des choses bonnes à une personne et pas bon pour l'autre. Donc il faut quand même faire attention. Lorsque vous utilisez les plantes, on ne peut pas l'utiliser comme ça. Et vous avez d'autres plantes riches en magnésium. Vous prenez ces plantes-là, magnésium et protéines et vitamine C pour le cartilage. Retenez ces 3 principes. Si vous trouvez ces 3 éléments-là, vos cartilages peuvent se reconstituer plus facilement. Mais comme pour moi, vu mon âge, et qu'il a pris 80 ans pour s'user, si pour le reconstituer, il reprend 80 ans, il faut que j'attende 160 ans pour retrouver mes cartilages. Donc, je préfère vivre avec ce que j'ai. Voilà. Maintenant pour la goutte. La goutte, on dit que c'est la maladie des gens qui mangent trop bien. Oui, la goutte, c'est un excès d'acide urique dans notre organisme. Et on le prend surtout dans les viandes, mais surtout dans les charcuteries. Beaucoup d'acide urique. Et dans certains aliments aussi, hein, qui est assez riche en acide urique. Alors le remède numéro 1 pour la goutte, ici à La Réunion, là aussi il s'agit d'une espèce endémique, c'est le bois de pêche marron, qu'il faut planter à tout prix, et qui est reconnu d'ailleurs par la pharmacopée française, et je crois qu'ils en vendent déjà dans les pharmacies. Il permet d'éliminer l'acide urique. Après, vous avez un autre petit fruit qu'on appelle chez nous poc-poc, c'est le physalis, qui pousse dans les hauts, presque une plante rudérale qui pousse dans les cours. Il a son petit fruit, on l'appelle l'amour en cage. C'est comme une petite tomate jaune dans une petite poche de feuilles. Pas la petite liane dans le littoral, hein, parce que cet amour en cage ne pousse qu'en altitude, hein, à partir de 800 mètres.
Lui aussi, si vous mangez ses fruits, ça élimine l'acide urique dans notre organisme. Et moi, je vais vous dire mon secret. Lorsque je suis invité à manger un bon rougail boucané ou un bon rougail sans douille, 2 jours avant, je bois du bois de pêche marron décoction pour vider les poches d'acide urique, pour que celui qui vient ne me fasse pas mal parce qu'il y a de la place pour l'accueillir. Et le lendemain, j'en reprends pour l'éliminer quand même. Voilà. Il ne faut pas attendre d'être malade pour se soigner. Il faut prendre des précautions avant, pour éviter de tomber malade. Allez-y. Est-ce que j'ai répondu pour la goutte et pour le cartilage, l'arthrose? Oui, très bien, merci. Voilà. Alors l'arthrose aussi, maintenant, ce qui reste, c'est des compresses de tisane, de décoction. Au moment de la douleur, là, c'est pour calmer la douleur. Il y a le pas de poule, il y a les baumes, il y a le camphre. On met ça macéré dans de l'alcool de pharmacie, l'alcool 70 ou 90 si vous pouvez en avoir encore. Et au moment des douleurs, ben, mettre des compresses sur la zone douloureuse, ça calme bien. Voilà. Mais ça ne fait que calmer, ça ne guérit pas, ne soyons pas... Voilà. Allez-y. Alors, je voulais savoir les bienfaits du mouron et aussi comment le préparer. Didier, si tu veux. Oui, la dame veut connaître les bienfaits du mourong et savoir comment le préparer. Oh là là, le mourong, c'est comment dire ça, la panacée en vertu. C'est notre mère. Le mourong, d'abord, il est très riche en fer. 23% de fer de plus que les épinards qui est réputé riche en fer. 15% de plus de potassium que la banane qui est très riche en potassium. C'est une plante qu'il faut consommer, sauf évidemment si vous avez trop de potassium, trop de fer, etc. Ça, il faut connaître. Si vous en avez trop, ne prenez surtout pas le mourong. Mais à part ça, il n'a pas vraiment de contre-indication. Avec ça, bon, il peut être laxatif, il peut réguler la tension suivant que l'on prend les feuilles, les fleurs, ou la tige, ou le bâton. Mais tout est bon dans le mourong. C'est une plante qu'on devrait replanter. Personnellement, j'ai fait un effort à l'époque, lorsqu'on faisait des plantations sur la voie de la route, le bord de la route des Tamarins. J'ai presque crié pour qu'on plante des pieds de mourong. Ils ont planté, ils sont là, et quand on passe sur la route Tamarin, on les voit. Bon, vous avez du mourong sur la route Tamarin, hein? Vous pouvez cueillir. Tout est bon dans le mourong, voilà ce que je dirais. Et pour les problèmes de constipation, c'est l'idéal. Et si jamais vous êtes sujet, pensez aussi à une plante laxative. Voilà. Et comment préparer? Bon, d'abord en bread mourong, c'est un aliment, et là je reviens à Hippocrate qui dit que ta nourriture soit ton premier médicament. Et si c'est pour des problèmes de constipation aiguë, et bien là on fait une tisane. C'est-à-dire, on fait bouillir de l'eau. Je vous donne la recette. Montez l'eau à ébullition. Quand l'eau bout, vous mettez une bonne poignée de feuilles de mourong dans cette eau en ébullition. Vous l'attendez 1-2 minutes, pas plus. Vous éteignez le feu et vous laissez infuser dans cette eau bouillante. L'eau deviendra d'une couleur verte. Vous prenez un bon bol le soir et vous êtes libéré. Voilà. Il y avait 3 dernières questions. C'est la seule recette que j'ai donnée ce soir, hein, parce que je n'aime pas beaucoup donner les recettes en public comme ça. Mais enfin voilà, une pour mourong. Allez-y. Pour Moi-même, je n'ai pas entendu la question. Pardon. Ah,
Est-ce qu'il y a des tisanes ou autres pour les ulcères à l'estomac? Oh oui, oh oui, oh oui. Alors le premier, c'est notre Zambaville. Parce qu'en général, notre ulcère à l'estomac est causé par un stress. Et comme on dit en bon français ou même en bon créole, ah, mais il ne pas digérer ça coup sur le diamant est là. Je ne peux pas digérer ce que tu viens de me faire, comme ton, comme mal ou comme parole. Ben, digérer, c'est l'estomac. C'est le bon jargon populaire qui disait nous que le stress nous porte sur l'estomac. Et ça peut amener justement jusqu'au stade d'ulcère. Et là, c'est le Zambaville. Alors, rapidement, une anecdote sur les Zambaville. Dans les années 73-74, la Réunion commençait à s'ouvrir aux touristes, beaucoup, et il commençait à y avoir des tables d'hôtes, mais des chambres d'hôtes aussi. Donc, il y a eu des touristes qui sont venus, qui sont allés en chambre d'hôtes, et ils ont entendu parler justement du Zambaville pour les problèmes d'estomac. À La Réunion, c'est un peu la panacée. Si on a un problème d'estomac, prends Zambaville. Ces touristes-là, c'était des gens qui travaillaient au laboratoire Bellon, en métropole. Quand ils sont partis, ils ont emmené une botte de Zambaville et dans les laboratoires là-bas, ils l'ont analysé. Et scientifiquement, ils ont découvert dans le Zambaville un principe actif qui combat les aigreurs gastriques. Voilà la formule. Les laboratoires Bellon ont mis un brevet, POC, dessus. Ce qui nous bloquait notre Zambaville pour usage commercial. Alors le petit groupe que nous sommes, nous avons suivi ce brevet, parce qu'un brevet est valable 25 ans. On a suivi, et il a émis son brevet en 1975. Et on attendait avec impatience l'an 2000 pour voir s'il renouvelle et s'il rajoute. Il refait des analyses. En 1975, Bellon a laissé tomber le Zambaville. Nous, on était heureux. Il n'a pas renouvelé son brevet. Mais on s'est posé la question, pourquoi un grand laboratoire comme ça n'a pas renouvelé son brevet? Est-ce par compassion pour nous réunionnais? Eh bien, je crois, mon hypothèse est la suivante. Le Zambaville est une plante endémique de l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, c'est un micro-grain de sable au niveau de la planète. Les laboratoires Bellon travaillent en multinational au niveau de la planète. Et il a vu qu'il n'aurait pas eu assez de plantes pour fabriquer ce qu'il voulait fabriquer. Il a dit quantité négligeable, trop petit, là que ça ne nous perd pas de temps. C'est tout simplement pour ça, je crois. C'est mon hypothèse. Hein. Refaire. Il a été soulagé, il ne s'est pas rendu à l'hôpital au rendez-vous. 3 mois après, il a reçu une lettre de l'hôpital qui cherchait pourquoi il n'est pas venu. Il s'est rendu au rendez-vous, il a dit ben, je ne suis pas venu parce que j'ai plus de douleur. Et le docteur lui a montré la radio et voyez ça, cet ulcère-là. Ben, il a dit je vous dis, je n'ai plus de douleur. Et on a refait une radio, c'était propre, guéri, plus rien. Voilà la petite anecdote sur le Zambaville. C'est une plante qu'il faut aussi planter si vous habitez à partir de 500 mètres d'altitude. Je recommande aux gens de faire des haies de Zambaville autour de leur cour quand ils ont une petite cour. Et de vendre, lorsqu'ils font de la taille, à ceux qui vendent des plantes sur les marchés forains. Au moins, ce ne sera pas cueilli dans le domaine public, mais ce sera cueilli dans le domaine privé. Il faut planter notre Zambaville. Elle est belle comme plante, belle couleur fluo vert. Les fleurs attirent beaucoup d'abeilles. On est
tout gagnant en plantant du samba vierge. Voilà. Oui, une dernière question, parce qu'après il faudra qu'on s'arrête. Oui, alors il y avait deux dernières questions. Les deux dernières, voilà. J'ai pas entendu moi non plus. Est-ce que vous pouvez répéter les 6 différents groupes de plantes exotiques? Est-ce que tu peux répéter les 6 différents groupes des plantes exotiques? Oui, alors ça c'est moi qui l'ai établi. Hein. J'ai établi d'abord les arbres, les arbustes sauvages. Et dans les arbustes sauvages, alors moi j'ai mis, il y en a beaucoup hein, de plantes, hein, mais comme groupe, hein. Premier groupe, les exotiques sauvages. Là-dedans j'ai cité Vavang, j'ai cité Tamarin, j'ai cité Piondin, et on peut citer beaucoup d'autres, hein, des exotiques sauvages. Après, j'ai cité les exotiques pieds de bois à la cour, c'est-à-dire des plantes qu'on a l'habitude de mettre dans notre cour. Alors là, il y a une multitude, hein, mais moi j'avais cité 3 qui sont médicinales, bigarade, grenade, mourung, litchi, longani, tout ça c'est des pieds de bois à la cour. Hein. Et il faut voir, grenade qui est très très médicinale aussi. Hein. Après, le troisième groupe, pour moi, c'est les plantes alimentaires, toutes les plantes alimentaires, dont le numéro 1, c'est l'ail. Mais j'ai parlé du safran pays, je n'ai pas parlé de l'ail. L'ail, le thym, le persil aussi, le safran pays, le gingembre pour tout problème de la bouche, etc. Bon, après, la quatrième groupe que j'ai classé, c'est les plantes ornementales de nos jardins, dont beaucoup sont médicinales. La plante qu'on appelle rose amère ou la pervenche de Madagascar, la petite plante qu'on appelle aussi quatre épingles, le capillaire, qui était très utilisé, la petite pensée folle ou pensée sauvage, tout ça c'est des plantes de jardin, la citronnelle, la verveine citronnelle, voilà des plantes médicinales qui sont des plantes un petit peu ornementales de nos jardins. Après il y a les herbes ruidérales, c'est des herbes qui poussent automatiquement dans nos jardins. Que ne veut, que ne veut pas, lui vient là, lui vient à côté de nous, qui vit avec l'homme. Et là j'avais cité donc le brel paillétaire, Morel, vous avez aussi le Jean Robert, la rougette, le pagode 3/4, des tas de petites plantes comme ça qui sont médicinales, qui poussent tout seuls dans nos jardins. Et après, le 6e groupe que j'ai fait, moi, c'est les herbes sauvages. J'avais parlé de la carotte sauvage, il y a la camomille, notre camomille à nous, hein, c'est pas celle la même que celle de métropole, notre camomille qu'on appelle camomille oiseau, il y a le col-col, il y a le zerbabouk, il y a plein de plantes comme ça, des herbes sauvages qui sont utilisées comme plantes médicinales. Donc voilà les groupes. Exotiques sauvages, exotiques pieds de bois, plantes alimentaires, plantes ornementales, ruidérales et herbes sauvages. Une dernière question? Oui, moi je voulais savoir la graine de liane Cadoc. La graine de liane Cadoc. Oui. Alors, notre liane Cadoc, son origine c'est Madagascar, hein, c'est une plante indigène. Lui pousse surtout dans le sud, Sainte-Rose, Saint-Philippe, là il pousse spontanément dans les forêts. Voilà notre liane Cadoc. C'est une liane très discrète. Quand il est sur l'arbre, on la voit à peine. Elle se confond, elle ne va jamais étouffer un arbre. Elle s'accommode, elle pousse. Elle donne des fleurs très belles. C'est de la famille des mucuna. Des petites fleurs oranges, c'est merveilleux, c'est très joli. Et évidemment, elle donne son fruit. C'est une gousse dans laquelle il y a une graine. Et la graine, elle est noire, la graine Cadoc. Et l'usage qu'on en fait à La Réunion, ça paraît assez... Comment dire ça? Des gens prendraient presque pour la superstition.
Eh bien non, la graine Cadoc, on la met dans la poche, on la porte sur soi, c'est tout. Et l'hypothèse, c'est peut-être qu'elles émettraient des ondes, et des ondes positives qui nous aident. Pour faire germer, il y a des techniques. Mais si elles poussent naturellement dans les zones humides, moi j'ai mon Cadoc chez moi et je récolte mes graines Cadoc. J'ai un ami à la petite île qui cette année a récolté 200 graines sur sa liane Cadoc. C'est une graine noire. Voilà. Et moi personnellement, j'ai toujours ma graine de Cadoc avec moi depuis que j'ai fait une crise de sciatique. Et puis si tu peux dire un mot de cours au grand public, ce serait bien. C'est parce que la crise de sciatique venait parce que la radio a prouvé que j'avais une hernie discale. Donc il coinçait mon nerf sciatique et j'avais cette douleur. Je la porte et vous voyez, je suis là avec vous. Mon médecin me disait que mon 4x4 il faudra le vendre parce que tu ne pourras plus avec ton hernie discale et que tes escapades dans les ravines, je crains Raymond, c'est terminé. Et chaque fois que je le croisais avec mon 4x4, je lui faisais coucou. Et dans les ravines, j'y vais encore. Voilà. Est-ce ma graine Cadoc? Je n'en sais rien, mais le fait, c'est qu'il est là avec moi dans ma poche. On va abuser, on va juste prendre une toute petite dernière question parce qu'elle est venue après. Allez-y. Juste très court, une plante contre les vertiges et comment on la prépare? Une plante contre les vertiges et comment la préparer? D'abord, il faut connaître d'où vient le vertige. En général, si on veut soigner un mal quelconque, il faut savoir d'où il vient. Il faut chercher la cause. Sans cause retrouvée. Sans cause retrouvée. Eh bien, très souvent, les vertiges, si la médecine n'a pas trouvé la cause, parce que la cause peut être des vaisseaux qui n'alimentent pas assez le cerveau, des vaisseaux qui commencent soit à boucher ou à se pincer. Ça amène des vertiges. Si votre cerveau n'est pas assez alimenté en oxygène, parce que c'est le sang qui amène l'oxygène pour oxygéner, un manque d'oxygène, ben vous avez du vertige. Ceux qui font les montagnes connaissent que les mâles de montagne, où l'oxygène baisse, on a des vertiges. Autre cause du vertige, ça peut être un problème de l'oreille. Et là, c'est un kiné qui peut vous guérir. Il va vous secouer 3-4 coups, il sait quelle position vous mettre, et il rétablit les positions des organes de l'oreille, et votre vertige s'arrête. La cause peut être là. Si la médecine ne trouve pas, souvent que c'est la cause est là, elle est une cause physique. Mais les plantes même, contre le vertige, si c'est pour les problèmes de vaisseaux sanguins bouchés ou qui se rétrécissent, si donc c'est un problème de la circulation, là il y a des plantes. Mais si ce n'est pas un problème de circulation, non, c'est une manipulation d'un kiné qui s'y connaît bien, parce qu'il y en a qui s'y connaissent plus ou moins bien que l'autre, mais le kiné peut faire arrêter les problèmes de vertige. Par contre, si c'est la circulation, là c'est autre chose. Hein. Et celle qui m'a posé la question, vous me dites, vous ne connaissez pas la cause. Rien ne marche. Et il n'y a aucune cause retrouvée. Ah, il y a beaucoup de causes. Aucune cause. Ah, aucune. Aucune cause. Aucune cause retrouvée qui n'est inefficace. Tout, et voilà. Donc, est-ce qu'il y a un truc miracle? Et même au niveau Tout négatif. oreille non plus? Tout. Ils ont testé l'oreille? Il faut voir s'ils ont testé l'oreille, hein, parce que souvent ça vient de là. Hein. Ça a été fait. Voilà, mais sinon il faut connaître la cause pour le soigner. Pour le soigner, si c'est la circulation, on soigne. Si c'est le vaisseau sanguin, on soigne le vaisseau. Si c'est le liquide, le sang, on donne des remèdes pour le sang. Si on a du cholestérol ou des choses comme ça, et là il faut connaître la cause. Et suivant la cause, c'est des plantes différentes.
Bien, ben, on va remercier très chaleureusement Raymond Leclerc pour la passion que vous avez pour ce sujet, que nous avons tous pour ce sujet. Avant que vous partiez, je voudrais juste préciser que j'ai parlé du report de la conférence que nous avons par la confrérie des gens de la mer sur le Vulderan. Et cette conférence aura lieu le 13 octobre, donc 18h30 dans cette salle. Et d'autre part, je tiens à signaler que les amis de l'université proposent aussi des cours grand public, des cours d'anglais, des cours de sophrologie, des cours de philosophie. Vous avez tous les détails sur le site des amis de l'université, alors n'hésitez pas à y aller et à vous inscrire. Et n'oubliez pas aussi que vous pouvez adhérer aux amis de l'université, c'est une aide précieuse aux actions que nous pouvons mener pour le bien de tous, je dirais, et pour continuer à faire l'éducation populaire. Et pour terminer, je dois dire que la séance d'aujourd'hui a été filmée et je remercie vraiment les amis de l'université d'avoir fait cette capture et elle sera à la disposition de tous sur le site des amis de l'université dans quelques